Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo livre sur la chaîne. Je vous en fais pas très souvent. En général, je vous en fais une saisonnière et donc j'avais prévu de vous faire une vidéo livre spéciale lecture hivernale. Mais je n'ai pas eu le temps de faire ma sélection et surtout de lire la sélection en question avant ce mois de février. Et donc j'ai opté pour vous montrer mes achats de livres à la place. Donc ce sont des livres que j'ai achetés durant le mois de janvier. Il y en a quelques-uns que j'ai réceptionnés début février, mais majoritairement ce sont quand même des achats de janvier. J'ai une douzaine de livres à vous présenter. À l'intérieur, il y a des nouveautés, il y a également des livres pas du tout récents. De mémoire, il y a un livre et un coffret de livres que j'ai acheté neuf. Il y a 2 livres qu'on m'a offerts et tout le reste, ce sont des livres d'occasion. Même pour certaines nouveautés, je les ai achetés d'occasion parce que c'est ma façon à moi de consommer et que ça représente aussi un budget d'acheter des livres quand on est un gros lecteur, ce qui est mon cas. Et donc c'est une façon pour moi de pouvoir lire plus et de rester dans mon budget. Alors contrairement à d'habitude, je ne vais pas pouvoir vous donner mon avis sur ces livres, sauf quelques-uns que j'ai déjà lus parce que je ne pouvais pas attendre. Mais la majorité, comme je ne les ai pas lus, je vais juste vous dire pourquoi j'ai envie de les lire et vous donner un petit peu le résumé pour vous donner envie peut-être vous aussi de lire les mêmes livres. Avant de continuer et de vous présenter les livres en question, je voulais juste préciser que j'ai tendance à vous présenter ce que j'appelle des beaux livres. Mais je voulais quand même insister sur le fait que ce n'est pas parce que je présente des beaux livres qu'en fait je ne lis que ça. Je lis énormément de livres entre guillemets moches sur mon année de lecture, mais comme je vous fais très peu de vidéos livres sur la chaîne, c'est vrai que j'ai tendance à vous montrer les plus beaux, et aussi parce que en tant qu'amatrice de beaux objets de livres, c'est vrai que c'est ceux dans lesquels j'ai envie de mettre mon argent et d'acheter le plus souvent en neuf. Parce que quand c'est un bel objet, c'est vrai qu'on n'a pas envie de le recevoir abîmé, comme ça peut arriver parfois quand on achète de l'occasion. Vous rajoutez à ça le fait que je suis un petit peu maniaque sur mes livres, c'est vrai que certains objets, je préfère les avoir neufs ou avoir de très très beaux objets pour certaines éditions. Mais je n'adhère pas à ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux parfois, c'est-à-dire une sorte de fièvre acheteuse de très très beaux livres reliés qu'on appelle collector, qui en fait sont pas vraiment des collectors parce que faut pas oublier qu'un livre collector à la base c'est un livre en fait qui va être limité dans le temps et qui est souvent même numéroté, ce qui n'est pas du tout le cas de ce qu'on appelle des collectors aujourd'hui. La plupart du temps, ces maisons d'édition appellent ces reliés qui sont très beaux des collectors pour vous inciter à acheter en fait, mais ce sont des livres qui sont édités sur une longue période et que vous avez le temps de lire. Alors ce n'était pas le cas au tout début quand certaines maisons d'édition se sont lancées, mais aujourd'hui c'est quand même vraiment le cas la plupart du temps. Vous avez du temps pour acheter ces livres soi-disant collector et vous décidez d'attendre d'avoir des premiers avis pour savoir si les livres sont bien ou pas. Chacun fait ce qu'il veut de son argent et si quelqu'un a envie d'acheter un beau livre pour acheter un beau livre, le mettre dans sa bibliothèque et jamais le lire, c'est très bien pour lui. Mais moi, je ne soutiens pas ce genre de démarches qui sont un petit peu consuméristes, il faut le dire, de la part des maisons d'édition parce que c'est quand même un petit jeu vicieux qu'ils font avec leurs lecteurs. Je considère qu'un livre doit d'abord être acheté pour son contenu. C'est comme ça que je l'ai choisi. Même si je suis une esthète, même si j'aime les beaux livres-objets, mon premier critère pour acheter un livre, c'est le contenu. Quand je prends un livre qui me plaît au niveau de la couverture, la première chose que je fais, c'est de lire le résumé au dos. Et ensuite, si je suis chez moi et que j'achète sur Internet, je vais regarder tous les avis qu'il y a déjà sur le livre pour me faire une idée la plus complète possible de son contenu et ne pas regretter ensuite mon achat. Alors, c'est pas pour ça que parfois j'achète pas des livres qui me plaisent pas, parce que malheureusement, on peut être très attiré par un livre, voir des bons avis et finalement ne pas accrocher une œuvre. Mais de manière générale, je fais très attention à ça et mon premier critère, c'est vraiment le contenu et c'est ça que je veux véhiculer aussi dans la chaîne, c'est pas seulement d'acheter des beaux livres. Mais oui, aujourd'hui, je vais vous montrer beaucoup de beaux livres parce que c'est là où j'ai envie de mettre mes sous. C'est évident qu'entre une jolie édition d'une œuvre et une édition bas de gamme ou pas jolie, avec une couverture pas très belle, je vais privilégier la jolie édition parce que je suis quelqu'un qui aime avoir une belle bibliothèque, parce que je suis une amoureuse des livres et que je privilégie dans la limite de mon budget. Mais je ne cautionne pas pour autant le fait d'accumuler des livres qu'on lira jamais et qui sont mauvais, on va dire, qui ne nous intéressent pas. Ça, c'est pas du tout ma démarche à moi en tant que lectrice, ni en tant que consommatrice. Et je ne cautionne pas
non plus le fait qu'on délaisse les livres d'occasion qui soient abîmés, puisque moi-même j'en lis. Donc voilà pour la petite mise au point que je voulais faire, et on passe maintenant à la présentation des livres. On démarre par ce magnifique coffret que vous aurez peut-être reconnu. Il s'agit des derniers tomes de la saga de Lucy Maud Montgomery sur Anne de Green Gables. Voilà, donc là on est sur un magnifique coffret des éditions Monsieur Toussaint Louverture, qui est une de mes maisons d'édition françaises actuelles que je préfère. Vraiment, c'est mes petits chouchous, et donc pour soutenir cette maison d'édition, parce que j'estime aussi que quand quelqu'un fait un travail vraiment de qualité et qu'ils font attention à l'aspect, mais aussi à la traduction d'un livre, à la fidélité de l'œuvre par rapport aux souhaits de l'auteur également, enfin voilà, quand il y a un tel travail, et ben ça mérite qu'on les soutienne et qu'on achète donc leurs livres neufs et sur leur site. Voilà, je n'achète pas leurs livres sur Amazon par exemple, j'achète vraiment sur le site de Monsieur Toussaint Louverture. Je ne suis pas du tout sponsorisée pour vous dire ça, c'est juste mon avis personnel sur cette maison d'édition que j'adore. Et donc c'est tout naturellement que j'ai acheté le dernier coffret. Comme j'ai commencé en coffret quand j'ai connu cette édition, eh bien j'ai perduré dans le temps, mais évidemment ça coûte plus cher d'acheter le coffret qui soit est magnifique, mais qui quand même vaut un certain prix. Je crois que c'est 59 € le coffret. Et les livres à l'unité comme ça valent 18,50 € si je dis pas de bêtises. Et donc effectivement ça revient moins cher d'acheter les livres sans le coffret. C'est vraiment une saga que j'adore, que je connaissais déjà parce que j'avais lu Anne de Green Gables quand j'étais plus jeune. Et donc je connaissais pas toute la série de livres par contre, mais je savais que ça allait me plaire, et donc je ne regrette pas du tout. Alors, dans le premier tome de ce coffret, on est sur une Anne de Green Gables qui est mère de famille, qui a déjà la quarantaine passée et qui a déjà des grands enfants. Mais on est toujours dans l'univers positif, rayonnant, très nature de l'univers de Anne de Green Gables. Ensuite, dans le deuxième tome, on a Rilla Marilla qui met davantage en exergue la cadette de la fratrie de Anne, qui s'appelle Rilla, et qui est un tome beaucoup plus sombre parce que on va avoir la Première Guerre mondiale en toile de fond de l'écriture de l'auteur. Et effectivement, on va être sur un tome beaucoup moins optimiste, vraiment beaucoup plus dur que ce qu'on a pu lire dans les précédents volumes de la série. Et voilà, c'est intéressant je trouve quand même si ce que j'aime dans cette saga c'est justement l'optimisme, le rapport à la nature, etc., le côté que c'est tout doux, tout léger, et bien c'est quand même bien de lire ce tome là parce que finalement on a un point de vue sur la guerre qui n'est pas européen. C'est sympa d'avoir un point de vue outre-Atlantique puisque l'auteur est canadienne, et on a un point de vue canadien puisque l'histoire se passe au Canada sur la Première Guerre mondiale. Et on a également un personnage qui va grandir et qui va mûrir et qui va aussi quelque part perdre ses désillusions en même temps que le conflit éclate et s'aggrave. Mais à la fin, il y a toujours une note d'espoir. Je ne vous spoil pas sur la fin, mais ce que je veux dire, c'est que vous n'en ressortez pas déprimé pour autant, et ça reste dans la veine des autres tomes de la saga. Pour finir, on a le dernier tome qui en fait ne parle plus de la vie de Anne, mais qui est en fait un lot de plusieurs nouvelles qui concernent des personnages qui habitent le village d'Avonlea ou d'Avonlea, ça dépend si vous le prononcez à l'anglaise ou à la française, qui est donc le village où a grandi Anne. Et on a des tas de petites nouvelles un peu drôles, un peu moralisatrices, hein, puisque Lucy Maud Montgomery, c'est quand même quelqu'un qui écrit avec la morale du 19e, début 20e, un peu religieuse, hein, dans l'esprit de l'église anglicane un petit peu, hein. Et donc voilà, on a ça un petit peu dans les nouvelles, mais en même temps c'est rigolo, ces personnages sont attachants quand même, et de temps en temps on a Anne qui apparaît dans la nouvelle en petit clin d'œil. Alors elle fait vraiment office de personnage secondaire, même plus que secondaire la plupart du temps, mais c'est toujours agréable de retrouver Anne un petit peu dans l'histoire et d'avoir comme un petit coucou du personnage tout au long du tome. Donc voilà, je l'ai déjà lu parce que je ne pouvais pas attendre, et j'adore toujours autant. Voilà, je vous conseille vivement les livres de Monsieur Toussaint Louverture sur cette saga de Lucy Maud Montgomery. Ils sont divins et je les adore. Ensuite, j'ai craqué, toujours en neuf, hein, du coup, dans ma commande chez Monsieur Toussaint Louverture pour les aiguilles d'or. Alors les aiguilles d'or, je l'ai acheté parce que c'est du même auteur que les
tomes de Blackwater qui sont sortis les années précédentes dans la même édition avec le même format au niveau de l'édition. Donc c'était des poches avec un travail comme ça d'artiste doré sur fond noir avec une couleur dominante. Là c'est le rouge, mais dans Blackwater il y avait du vert, du bleu, du jaune, etc. Et donc l'auteur c'est Michael McDowell. C'est un auteur américain qui était très prolixe et qui est très connu aux États-Unis. Mais c'est vrai que nous, en France, pas beaucoup. Et même si je m'intéresse à la littérature étrangère, je ne connaissais pas. Et c'est vraiment grâce aux très belles éditions de Monsieur Toussaint Louverture pour Blackwater que j'ai pu découvrir cet auteur. Et du coup, ça m'a donné envie de lire cette œuvre-là, qui vient tout juste de sortir là il y a quelques mois, du même auteur. Alors les aiguilles d'or, d'après ce que j'ai compris, c'est également une histoire de famille, comme dans Blackwater, mais ça se passe à New York à la fin du 19e siècle. Et là, on va suivre deux familles, et non pas une, qui font un peu office du bien et du mal. Il y a une famille qui est dominée par un patriarche qui est un juge américain, avec son fils qui est pasteur, qui représente un petit peu le bien, et qui veut éradiquer la pègre de New York de l'époque, et qui se concentre essentiellement dans l'image d'une autre famille complètement opposée à celle du juge, qui représente un peu le mal absolu et qui sont un peu les gangsters de New York à cette époque-là. Et donc il y a une lutte entre les deux familles, c'est une lutte des classes, une lutte sur la moralité, donc on a une réflexion en fait, je pense, derrière dans ce livre sur ce qu'est le bien, ce qu'est le mal. Je pense que les personnages ne doivent pas être ni tout blanc, ni tout gris, et à mon avis ça promet vraiment de faire quand même réfléchir. J'ai lu que le livre était assez violent et qu'il n'y avait pas le côté fantastique que j'avais bien aimé dans Blackwater. C'était vraiment quelque chose qui m'avait beaucoup plu. Mais ça m'a quand même donné envie de le lire. Et donc voilà, c'est un beau petit bébé comme vous pouvez le voir. Hein. C'est quand même un petit pavé pour du poche. Mais ça ne me freine pas davantage. Je regrette juste que pour l'édition qui est sublime, on est d'accord, hein, on n'ait pas eu quelque chose justement en relié, parce qu'un livre de cette épaisseur-là en poche, ça va très très mal vieillir et ça va me crever le cœur, et je vais essayer de faire très attention pour pas casser le dos à la lecture. Mais bon, voilà. Ça, typiquement, autant Blackwater, ça ne me gênait pas parce que le livre faisait la moitié de cette, édition, de cette taille. Mais pour ce livre-là, j'aurais préféré un format relié. Même en poche, parce que ça existe les poches reliées. Hein. On ne le voit pas souvent dans l'édition française, mais ça existe. J'aurais préféré avoir un relié poche dans ce cas-là, voilà, pour respecter la taille et le style de Blackwater, ce que je comprends. Mais j'aurais, voilà, ça là, ça va pas tenir le choc. Malheureusement, je pense que le livre va très mal vieillir. Et au niveau du prix, c'est 12,99 €. Ensuite, on passe à un livre qu'on m'a offert. C'est une édition collector qui est sortie à Noël et qu'on m'a offert là en janvier. C'est Shining de Stephen King. Donc je ne vais pas vous présenter plus que ça le texte. Je pense que tout le monde connaît Shining, notamment par le film qui est archi connu, et que, à mon avis, beaucoup plus de gens connaissent ce film que le livre d'ailleurs en réalité. Mais il y avait cet ouvrage collector qui est vraiment super beau. Et en fait, à une époque, je lisais pas mal de Stephen King quand j'avais la vingtaine. Et puis j'ai arrêté, je suis passée à d'autres choses et je ne suis jamais revenue vers cet auteur. Pour autant, je trouve que c'est un très bon auteur de fantastique et j'aime beaucoup son univers angoissant, etc. Et je suis très contente qu'on ait pensé à me l'offrir parce que j'étais pas au courant qu'elle était sortie en édition collector à Noël. Et quand je l'ai reçue, j'étais trop contente. Ça va me permettre du coup de lire le livre que je n'ai jamais lu, puisque j'ai jamais lu le Shining. J'ai lu d'autres titres, mais pas celui-là, de Stephen King. Et comme le film est assez lointain dans ma tête, je l'ai vu il y a très longtemps, ça va pas me déranger à la lecture. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui préfère lire les livres avant de voir l'œuvre cinématographique ou télévisée. Parce que ça a tendance, quand c'est l'inverse, à me gêner dans ma lecture, puisque je revois les personnages du film ou de la série télé quand je lis. Je préfère laisser mon imagination imaginer les personnages, plutôt que d'avoir les images des acteurs en fait quand je lis un livre. Et là, même si évidemment je vois Shining dans mon esprit, je suis assez éloignée du moment où j'ai vu le film pour ne pas trop y penser, puisque ça fait vraiment très longtemps que j'ai vu le film. Alors au niveau de l'éditeur, on est chez JC Lattès et c'était vendu 25,90 € si ça vous intéresse. Je pense qu'on le trouve encore dans les librairies et sur internet si ça vous dit de l'acheter en neuf, sinon éventuellement d'occasion.
Mais ne tardez pas trop parce que ça, pour le coup, c'est vraiment une édition de Noël et je suis pas sûre qu'on le retrouve toute l'année. Un autre beau livre, hein, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est quand même ce que je préfère et je préfère investir mon argent dedans. Alors là, ça m'a été également offert. Ça s'appelle La Belle et les Bêtes, contes monstrueux. C'est Soman Shenmani, l'auteur, et c'est paru chez Saxo. Ça coûte 24,90 € et en fait ça c'est typiquement mon style de livre puisqu'on est sur une réécriture des contes classiques et moi j'adore les contes, vous le savez si vous suivez la chaîne, c'est vraiment un style littéraire que j'adore, aussi bien les anciens contes que les nouveaux contes qu'on invente, j'aime qu'on me raconte une histoire et je trouve que les contes c'est le genre qui s'y prête le mieux. Et c'est un genre littéraire où on peut mettre ce qu'on veut en fait. On peut mettre du fantastique, on peut mettre du réel, on peut mettre de la violence, on peut mettre de la douceur. On peut vraiment mettre ce qu'on veut dans un conte. Et c'est ça que j'adore dans ce style littéraire-là. Et là, en fait, il y a 12 grands contes revisités. C'est vraiment les contes les plus connus, hein. On a Le Petit Chaperon Rouge, Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant, Réponse, La Belle et la Bête, et j'en passe. Et c'est vraiment que des contes connus qui sont revisités. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est que dans le résumé, ils disent que les vilains sont peut-être pas les vilains qu'on croit et c'est peut-être même des victimes et les gentils sans défense sont peut-être bien des méchants et ça me plaît quand il y a inversion des rôles et qu'il y a une réécriture dans ce sens-là, donc j'ai hâte de le commencer. On enchaîne avec cette fois-ci un Cozy Mystery et le dernier tome de la saga Les Détectives du Yorkshire qui s'appelle Rendez-vous avec la justice, écrit par Julia Chapman. Le tome coûte présentement 14,90 € et a été publié chez La Bête Noire, chez Robert Laffont. Et donc, en fait, ça c'est ma saga préférée de Cozy Mystery. Normalement, c'est le dernier tome, comme je vous l'ai dit, c'est le 9e. Et après ça, la série devrait être arrêtée. Alors, je dis devrait être parce que finalement, la fin laisse tout à fait la possibilité à une suite si l'auteur le souhaite. Et vu que ça a extrêmement bien marché, je me dis que peut-être il y aura une suite, en tout cas j'aimerais bien, mais logiquement ça devait se terminer au 9e tome. Ce que je garde surtout à l'esprit de la lecture de ce tome là, parce que je l'ai déjà lu, je ne pouvais pas attendre, c'est la finalité entre guillemets de la relation entre les deux personnages principaux, Delilah et Samson, qu'on suit depuis le premier tome. Et après, l'intrigue policière est intéressante, elle mêle notamment le frère de Delilah qui déteste Samson et qui va être inculpé de meurtre et qui va avoir besoin de lui. Et du coup, c'est assez intéressant de voir la relation entre les deux personnages évoluer, vu qu'à la base, ils ne pouvaient pas se voir et finalement, ils vont avoir besoin l'un de l'autre et pour résoudre ce mystère et ce meurtre. Et ça, j'ai aimé, mais c'est pas l'intrigue policière que j'ai préférée. J'ai préféré le tome d'avant qui résout l'intrigue policière la plus longue qu'il y avait depuis le début du tome 1 sur notamment le personnage de Rick Proctor, agent immobilier, qui ne semble pas aussi bien sous tout rapport qu'il en a l'air. Ça, c'est l'intrigue qui a été terminée dans le tome d'avant, dans le tome 8. Et là, du coup, on n'a pas cette dimension-là qu'on suivait avant tout au long du tome. Et je trouve ça un petit peu dommage. Et du coup, j'ai trouvé que l'enquête policière, même si elle était bien, était beaucoup plus simple, puisqu'il n'y avait pas d'autres intrigues derrière développées, quoi. Bon, les fans de la série comprendront ce que je veux dire, je pense. Mais c'est plus pour la relation entre les deux personnages principaux que j'ai aimé lire ce livre finalement, puisque là on aboutit à quelque chose. Ensuite, j'ai acheté d'occasion Tu ne désireras pas de Jonathan Mice chez Monsieur Toussaint l'ouverture au prix de 24,50 €. En tout cas c'est le prix qui a écrit dessus, parce que je ne sais pas si aujourd'hui avec la hausse des coûts etc ça coûte pas plus cher, je ne sais rien du tout, étant donné que l'édition date d'il y a quelques années. Donc pareil, c'est une très jolie édition, vous voyez, en hardback avec une sorte d'effet tissu. J'aime beaucoup le dessin artistique là, de la ville qui rappelle New York, vous voyez, qui est vraiment très joli. Et en fait, je l'ai acheté d'occasion parce que je ne suis pas sûre d'aimer le livre. Alors je m'explique. C'est un roman qui fait une satire de notre société actuelle et notamment sur notre société de consommation. Donc on y parle d'écologie, on y parle de pollution, on y parle de notre mode de vie qui est de prendre et de jeter. Donc vraiment cet effet consumériste qui va jusqu'à nos relations humaines. Donc ça ne s'arrête pas au consumérisme pur et dur, à nos rapports aux objets, mais aussi à nos rapports dans notre
relation aux autres hommes, donc vraiment cette notion d'humanité, qu'est-ce qu'elle en est aujourd'hui dans notre société et qu'est-ce qui finalement mérite qu'on garde ou qu'on jette, quel est notre rapport aux choses et aux gens. Et ça, j'aime bien. J'aime beaucoup les livres qui questionnent sur ces sujets-là. J'aime quand c'est d'ailleurs mise en scène dans un récit et pas forcément dans un essai ou dans quelque chose qui serait trop anthropologique. Mais par contre, ce que je n'aime pas, c'est si le livre est trop noir et qu'il ne voit que le côté négatif. Je fais partie des personnes qui pensent qu'une société, même aux temps les plus sombres, même si il se passe des choses pas terribles et qu'on est dans une époque un peu incertaine, eh bien il y a toujours du positif à côté et j'aime qu'on contrebalance les deux et qu'on montre, si on montre le négatif même dans sa noirceur la plus absolue, eh bien on soit capable aussi de voir ce qu'il y a de positif et de ce qu'il y a de beau dans l'être humain et dans notre époque actuelle, parce que je fais partie des gens qui pensent qu'on n'est pas que dans une époque négative. Voilà, si je dois me référer à l'histoire, voilà, dans l'esprit des gens, par exemple le Moyen-Âge, on dit souvent que c'est moyenâgeux, ou c'était une époque où en fait les hommes étaient sauvages, avec les guerres, où on embrochait les bébés, on les faisait brûler, enfin voilà, on voit souvent cette image-là, mais en fait c'est une époque où les femmes, par exemple, avaient le droit de tenir des commerces, c'était plutôt libre, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et en fait, le Moyen-Âge a permis d'atteindre la Renaissance, la période de la Renaissance, et sans laquelle on n'aurait pas réussi à l'atteindre s'il n'y avait pas eu au Moyen-Âge des gens qui auraient élevé, entre guillemets, l'humanité et qui auraient développé des bonnes choses. Et c'est pareil pour la Seconde Guerre, pour la Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale, où on considère que c'est des époques très très noires, mais en fait oui, le nazisme ça a été horrible, mais à côté il y a des gens qui se sont élevés, qui ont dit non, et qui se sont comportés d'une manière héroïque, et qui ont eu des grandeurs d'âme, et qui ont élevé l'humanité d'une façon qu'on n'avait jamais vue avant aussi. Donc d'une certaine façon, je pense que c'est important de toujours voir le pendant de la chose, et de ne pas rester sur quelque chose de négatif. Donc pour en revenir au livre, je l'ai acheté d'occasion, parce que je me dis, peut-être ça ne me plaira pas si le livre est trop noir et qu'on ne finit pas sur quelque chose finalement de positif, si on ne rebondit pas sur l'humanité dans ce qu'elle a de plus positif, parce que l'homme est un être duel, on a du négatif, mais on a aussi du positif. Comme je ne l'ai pas encore lu, je ne pourrais pas vous dire ce que j'en pense, mais c'est vrai que c'était un frein, ça fait très longtemps que j'avais envie de le lire, et je l'ai acheté que maintenant parce que voilà, j'avais peur que ça soit trop noir, mais j'ai finalement cédé et voilà, je l'ai. Donc je vais me faire une idée. Ensuite, j'ai aussi acheté d'occasion Le Restaurant de l'amour retrouvé d'Ogawa Ito aux éditions Piquet. Donc normalement, je crois que ce livre-là est vendu entre 20 et 25 €, je ne sais plus. Je vous le dirai, je vous l'écrirai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Moi, j'ai acheté d'occasion, donc c'est pour ça aussi que je n'ai pas le livre en tête. C'est un roman japonais et j'adore les romans japonais parce qu'ils ont la particularité de toujours avoir un double sens, voire un triple sens. Vraiment, il y a plusieurs niveaux de lecture dans les romans japonais parce qu'ils sont beaucoup dans la symbolique et que une chose peut vouloir dire plein d'autres choses pour les japonais. Et donc, pour un lecteur lambda, quand il lit le livre, il y a toujours autre chose à lire derrière entre les lignes. Et c'est légèrement philosophique souvent, il y a toujours une dimension comme ça, un petit peu onirique aussi, poétique dans les romans japonais. Alors pas tous, il ne faut pas faire une généralité, mais c'est quand même souvent le cas. J'aime beaucoup lire des romans japonais pour ça. Et dans Le Restaurant de l'amour retrouvé, en fait, on a une jeune femme qui vit un grand chagrin d'amour et qui, à cause de ça, perd la voix. Elle retourne dans sa famille et elle va développer ses talents culinaires et elle va ouvrir un restaurant. Et la particularité de sa nourriture, c'est qu'en fait, elle va soigner les maux des gens grâce à la nourriture. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très spirituel au fond quand on y réfléchit. Et donc, pareil, on est dans le questionnement de son rapport aux autres, dans une quête aussi parce que le personnage se retrouve sans voix, il va la retrouver après grâce à un processus. On est vraiment dans cette idée qu'on guérit, qu'on évolue et ça j'aime bien. Alors voilà, ça m'a donné envie de lire pour ça. En plus on aborde la cuisine japonaise qui est vraiment très très riche et très très large et qui a beaucoup de symboles aussi, comme c'est souvent le cas pour la nourriture chez les Asiatiques, beaucoup plus que chez nous. C'est assez méconnu en France parce qu'on est un pays de grande gastronomie, mais la culture gastronomique asiatique a aussi énormément de sens et de symbolique. Et elle est très très riche également, et c'est vrai que je trouve qu'en France, on n'y est pas assez, finalement on s'y intéresse pas souvent. Grâce à de la littérature comme celle-ci,
on peut s'en imprégner un petit peu plus et connaître davantage toutes ces saveurs qui existent, qui sont un peu exotiques en plus et qui font voyager. Parce que finalement, les restaurants japonais qu'on a en France, c'est qu'une partie infime de la gastronomie japonaise. Et donc ça, j'aime bien aussi, c'est un livre qui fait voyager. On enchaîne avec un livre que j'ai trouvé en brocante cette fois-ci, qui s'appelle L'Histoire sans fin de Michael Ende, qui a été publié chez Hachette Roman et qui est toujours disponible au prix de 20 € si ça vous intéresse de l'acheter en neuf, sinon vous faites comme moi, vous l'achetez d'occasion. Alors ça, j'étais super contente de le trouver en brocante parce que du coup je l'ai acheté 3 €, c'est vraiment pas cher. Et c'est une très très belle édition. Donc, vous voyez, il y a une jaquette et on a à l'intérieur le livre qui est illustré au niveau de la couverture également. C'est un livre qui est avec un peu d'images, un peu d'illustrations. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré, mais le livre de contes également est illustré comme ça. Hein, le livre de contes que je vous ai montré tout à l'heure, la réécriture de contes. Voilà, c'est un critère pour moi aussi. J'aime avoir des livres illustrés. Hein, voilà, je trouve que c'est très beau quand il y a un beau travail éditorial comme ça dedans et artistique. Et du coup, bon, L'Histoire sans fin, c'est pareil, il y a un film qui est sorti dans les années 80, c'est archi connu. Je vais pas trop vous faire le topo, mais grosso modo, il y a un enfant qui adore les livres, qui va découvrir un vieux livre dans la bibliothèque. Ce vieux livre a une particularité, c'est que à sa lecture, il se rend compte qu'il n'y a pas de fin à l'histoire, et même qu'il va pouvoir rentrer dans l'histoire et devenir un personnage à part entière et évoluer dans ce pays fantastique et devenir un héros. Voilà, donc ça c'est vraiment une ouverture au rêve, à ne pas renoncer un petit peu à l'enfant qui sommeille en vous. Voilà, ça c'est quelque chose que je connais parce que quand j'étais enfant, j'avais lu une version pour enfants, mais j'avais jamais lu le texte en intégrale, et donc là ce sera l'occasion de découvrir le texte vraiment littéraire, l'œuvre entière, et ça me fait très plaisir. J'étais très contente de le trouver. On enchaîne avec un Agatha Christie que j'ai trouvé d'occasion sur Vinted. Alors c'est N ou M, donc pareil aux éditions Hachette. Donc vous savez ça, normalement on les trouve chez les marchands de journaux, mais sur le site Hachette vous pouvez vous abonner et recevoir l'intégralité de la collection. Moi je ne me suis pas abonnée parce qu'il y a 80 volumes, vu qu'Agatha Christie a écrit énormément de livres et que je ne suis pas une grande fan de l'écrivain. J'aime bien, mais je ne suis pas, voilà, je suis pas en adoration non plus. Et du coup, je préfère privilégier de la place dans ma bibliothèque pour d'autres romans. Et j'avais juste pour souhait, parce que j'aime beaucoup le travail d'édition qui a été fait dessus, de lire les 10 plus grands livres d'Agatha Christie, les 10 plus grands romans policiers. Mais j'ai trouvé celui-ci qui ne figurait pas dans ma liste des 10 plus grands que je m'étais établie. Et ça m'a donné envie de le prendre parce qu'il n'était pas très cher et que dans le dressing, j'avais acheté d'autres choses. Et donc N et M, ça m'a attirée parce que c'est un livre où il n'y a ni Hercule Poirot ni Miss Marple comme personnage qui enquête, ce qui est assez rare chez Agatha Christie. On a quand même généralement un de ces deux personnages qui enquête sur les crimes. Et en plus, j'ai lu que c'était des personnages assez drôles, assez attachants. Donc en fait, on est en 1940 à peu près, hein, et on a un couple d'anciens espions qui travaillaient pendant la Première Guerre mondiale, qui sont un peu mis sur le carreau parce qu'ils sont jugés un peu vieux. Et eux, eh bien, ils se sont pas vieux du tout, ils ont envie de reprendre du poil de la bête, et on va leur confier une mission. Et là, évidemment, ils sont surexcités de pouvoir mener à bien une nouvelle mission qui consiste à démasquer un nazi qui est dans une station balnéaire. Et pour ça, ils vont se créer chacun un personnage pour pouvoir espionner ce nazi et pouvoir l'intercepter. Donc voilà, grosso modo, hein, parce que j'ai pas encore lu le livre, j'ai trouvé que c'était assez rafraîchissant et assez sympathique, et ça change un petit peu des livres où il y a Hercule Poirot et Miss Marple, et j'avais envie de me faire du coup une idée d'une lecture comme ça d'Agatha Christie. On enchaîne avec un autre policier, mais cette fois-ci dans les Cozy Mystery. Vu que j'ai fini, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les détectives de Yorkshire, je me suis remis à lire des Agatha Raisin, puisque à la base, mon premier tome d'Agatha Raisin, je l'ai lu il y a 3 ans, et que j'ai pas beaucoup avancé depuis, puisque je viens d'acheter d'occasion le numéro 5. Voilà, sachant que des Agatha Raisin, il y en a plus de 35, hein, donc je suis vraiment en retard. Mais il faut dire qu'il y en a tellement que quand on lit beaucoup, on ne peut pas tous les lire en fait, hein. Moi, j'ai plein d'autres lectures, et c'est vrai que
bah, il y a des sagas que je perds, que je reprends plus tard, etc. D'ailleurs, j'aime pas beaucoup les sagas à cause de ça, parce que ça vous oblige à les suivre, ça vous oblige à en accumuler dans la bibliothèque. C'est vrai que moi, j'ai une tendance à préférer le livre, l'œuvre à l'unité sur un seul livre. Mais pour du Cozy Mystery, c'est normal, et c'est rare d'avoir un Cozy Mystery qui ne fait qu'un volume, hein. C'est même... Je crois qu'il n'y en a pas, je crois. J'aime beaucoup le personnage d'Agatha Raisin, donc je suis très contente de la retrouver dans ce tome-là. J'ai hâte de le lire. Parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop, parce qu'Agatha Raisin, elle est un peu pince sec, elle dit ce qu'elle pense, elle est très cash, elle est un peu grossière parfois, mais moi, elle me fait rire, elle me fait beaucoup rire. MC Beaton, l'auteur, a vraiment un sens de l'humour anglais que j'adore. Et en plus, les enquêtes sont quand même bien. Alors certes, c'est pas une enquête très fine et très recherchée à la Agatha Christie, hein. C'est quand même léger, parfois ça se tient moyennement quand on apprend qui est le coupable, mais c'est quand même un très bon moment de lecture et j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai hâte de reprendre mes tomes d'Agatha Raisin et je vais acheter les autres derrière. Je pense que cette année, je vais en lire davantage, jusqu'à ce que je trouve d'ailleurs un nouveau titre de Cozy Mystery qui me plaise, parce qu'en fait, j'ai regardé un peu ce qu'il y a et je me tâte, je sais pas, il y en a pas un qui se démarque que j'ai vraiment envie de lire, donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a une série de Cozy Mystery que vous adorez et que vous me conseillez de lire, parce que c'est vrai que quand je lis les avis, quand je regarde même la couverture, le résumé, les avis, il n'y a rien qui se détache particulièrement. Peut-être que vous arriverez à me convaincre dans les commentaires, donc n'hésitez pas, ça pourra me donner d'autres idées de lecture de Cozy Mystery. Avec celui-ci, j'ai acheté en lot sur Vinted un autre roman poche qui était vendu avec, parce que en fait Agatha Raisin se vend autour de 6 à 7 euros le volume d'occasion sur Vinted en moyenne, hein. Et du coup celui-ci je l'ai acheté 1 euro et il était en lot avec celui-là, donc ça faisait 2 euros le livre. Franchement c'est imbattable, et du coup je l'ai pris. Et je suis contente parce qu'en fait c'est un Gilles Le Gardinier et j'aime beaucoup cet auteur. Alors pareil, c'est un auteur que je lisais quand j'avais 20-25 ans, et je l'ai complètement délaissé pour d'autres lectures après, même si j'aime beaucoup, parce que c'est un auteur à succès et qui produit des livres presque tous les ans, et qu'à un moment, quand on aime beaucoup lire, il faut faire des choix. Du coup, je suis contente parce que je suis tombée sur celui-ci qui s'appelle Une fois dans ma vie, aux éditions J'ai lu, et ça raconte l'histoire de 3 femmes, 3 générations, puisqu'elles ont des âges différents si j'ai bien compris. Et on va les suivre dans leur vie, dans leurs péripéties, dans leur... voilà. Il y a du bon, il y a du positif, comme souvent avec Gilles Le Gardinier. Elles ont des épreuves, elles ont aussi de l'amour. Enfin voilà, et ce que j'aime bien chez Gilles Le Gardinier, c'est qu'il y a toujours énormément d'humour. Il y a beaucoup d'humanité dans ses personnages et dans ses textes. Et donc c'est toujours une bouffée d'air frais, c'est toujours un petit bonbon qu'on déguste entre 2 lectures. Enfin moi en tout cas, en général, c'est comme ça que je lis les livres un peu feel good, c'est-à-dire qu'en général je lis un classique ou je lis un livre très noir ou sombre ou ce que vous voulez, pour couper ma lecture, parce que voilà, le livre a été lourd, la lecture a été dense, etc. Je vais lire derrière un livre léger qui en général est un feel good ou un Cozy Mystery aussi, et ça va justement se lire vite et ça va me donner une petite bouffée d'air frais après une lecture un peu plus dense, voilà. Et donc là typiquement ça, je vais le lire à un moment après un de mes classiques, puisque j'adore lire des classiques et je suis très contente d'être tombée dessus, surtout que franchement 1 euro le livre, donc 2 euros le lot, alors hors frais de livraison sur Vinted évidemment, mais ça reste imbattable au niveau prix, quoi, on est d'accord. Et on finit la vidéo par un format de livre un peu spécifique que j'ai acheté neuf chez les marchands de journaux en fait. Et je voulais vous en parler puisque ça fait partie de mes achats de livres de janvier, et que je suis dans la continuité en fait de ce haul livre que je vous propose aujourd'hui. Il s'agit d'un format vraiment minuscule comme je vous l'ai dit, puisqu'on est sur un mini livre qu'on trouve donc comme je vous l'ai dit chez les marchands de journaux à 6,99 €. C'est la collection, je crois, qui s'appelle les mini chefs-d'œuvre. C'est présenté par Le Monde, le journal Le Monde, en collaboration avec les éditeurs Altaïa, qui proposent souvent des livres ou des figurines, etc. chez les marchands de journaux. Et en fait, voilà, je suis passée par hasard devant un marchand de journaux et j'ai craqué devant le format. Vous connaissez mon amour pour les petits livres, pour les gadgets qui reprennent la forme d'un livre, etc. que j'achète généralement en brocante, par contre, à des prix dérisoires. Et là, il y avait celui-ci au prix de 6,99 €. Donc là, c'est le numéro 4, je crois, de la collection. C'est Le Malade imaginaire et aussi L'Avare de Molière. Donc 2 pièces de théâtre de Molière dans un seul petit livre comme ça.
Et en fait, il y en avait d'autres. Il y avait, je crois, Notre-Dame de Paris, mais c'était uniquement le tome 1 ou le tome 2, je ne sais plus ce qu'il y avait, mais il n'y avait pas les 2 tomes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a pas beaucoup plu par contre, parce que l'intérêt d'avoir un mini-livre en général, c'est d'avoir toute l'œuvre dans un seul petit format. Et dans le cas de Notre-Dame de Paris, qui est quand même un pavé de Victor Hugo, eh ben, ils ont été obligés de le scinder en 2, et du coup, ça me plaisait pas trop. Par conséquent, je pense continuer la collection de temps en temps quand j'en trouverai chez les marchands de journaux, ou alors sur Vinted, les dénicher à un prix abordable, parce qu'à mon avis, vu que ça coûte 6,99 € neuf, sur Vinted, ça m'étonnerait qu'on les trouve à des prix très avantageux si on rajoute les frais de livraison. On peut également les trouver sur le site journaux.fr, je ne sais pas si vous connaissez, pour pouvoir les acheter à l'unité. Et éventuellement chez Altaïa, sur le site d'Altaïa, vous pouvez soit vous abonner pour recevoir toute la collection qui, je crois, comporte 80 volumes, soit les appeler pour les prendre à l'unité, parce que vous ne pouvez pas le faire sur le site. Donc je vous mets la photo pour que vous voyez à quoi ça ressemble chez le marchand de journaux. Franchement, moi personnellement, je me suis tâtée à m'abonner, parce que j'aime bien m'abonner à ce genre d'édition collector, on va dire, de livres. C'est pas la première fois que je vous en montre. Surtout que là, c'est un format miniature, donc j'aime beaucoup. Mais je suis pas vraiment convaincue par la sélection de classiques qu'ils ont choisi. Et surtout, j'aime pas l'idée qu'il y ait plusieurs volumes pour une seule œuvre. En plus, si vous voulez vous abonner, je vous invite à bien lire les conditions générales, parce qu'ils vous disent qu'à certains moments de la collection, eh bien, certains volumes seront plus chers. Alors, j'ai pas bien compris si c'était parce qu'ils étaient en plusieurs tomes ou si c'était parce que du coup le volume serait plus gros. Mais je sais qu'il y a des volumes qui seront vendus à 8,99 € et non pas à 6,99 €, ce qui fait que votre abonnement à un moment va être plus cher certains mois. Donc ça, déjà, ça m'a pas plu. Et au niveau des goodies, donc ils vous offrent des petits goodies qui ne m'intéressaient pas spécialement. Par contre, il y a une bibliothèque qui aurait été intéressante pour ranger tous les volumes, et je trouvais qu'esthétiquement c'était très joli. Mais par contre, la bibliothèque, il faut la payer. Voilà, il faut payer, je ne sais plus, 2 € de plus tous les mois dans votre abonnement pour recevoir à la fin la bibliothèque. Et ça, je trouvais ça dommage. C'est vrai qu'en général, l'avantage de s'abonner à ce genre de collection, c'est que tous les goodies sont gratuits. Ils sont inclus dans votre abonnement, et là, ce n'était pas le cas de la bibliothèque, qui était la seule chose finalement qui me plaisait dans les goodies. Toutefois, je pense que voilà, j'en achèterai probablement d'autres. Alors, c'est des formats livres que je ne vais pas lire, je pense. Hein. J'ai déjà, par exemple, les œuvres complètes de Molière chez moi, donc je ne pense pas que je lirai ce tout petit livre. Ceci dit, c'est quand même lisible, voilà, vous voyez. Alors là, on est sur une pièce de théâtre, donc les dialogues font que c'est assez aéré. Je ne sais pas si, en feuilletant Notre-Dame de Paris, je trouverais que ça serait aussi aéré à lire. Mais en tout cas, l'œuvre est censée être complète, hein, parce que comme je ne l'ai pas lu, je ne sais pas si c'est vraiment l'intégralité, mais c'est ce qu'il y a écrit sur la présentation de cette collection. Et c'est quand même aéré, on peut le lire. Après, personnellement, je trouve que 6,99 € le petit livre, ça reste un budget quand même. Et voilà, je ne vais pas m'abonner à la collection et je ne vais pas tous les acheter. Mais je pense que j'en achèterai encore quelques-uns qui me plairont quand je tomberai dessus chez le marchand de journaux. Et en comparaison, je voulais aussi vous montrer ceux-là, qui sont des mini-livres que vous connaisserez peut-être parce que ça fait quelques mois qu'ils sont sortis. Ce sont des mini-livres Disney, donc là vous avez Cendrillon. Et donc je voulais vous les montrer en comparaison parce que ceux-là je suis abonnée pour le coup. Chez les marchands de journaux, ils coûtent 5,99 € et évidemment vous pouvez aussi les acheter sur le site de Hachette, parce que ça c'est Hachette par contre. Hein. Et vous pouvez également les trouver à l'unité chez journaux.fr si vous ne voulez pas vous abonner et que vous voulez avoir juste certains volumes de la collection. Il y en a 80 de mémoire, et là vous avez plusieurs goodies Disney qui vous sont offerts si vous vous abonnez, et vous avez une bibliothèque également à la fin qui vous est offerte avec un design, une silhouette du château Disney en fait, vous savez, de la Belle au Bois Normand qu'on trouve à Disneyland, pour pouvoir ranger tous les livres. Donc pareil, je vous mets une photo pour que vous voyez à quoi ça ressemble, mais ça pour le coup ça m'a beaucoup plus séduit. Déjà ils sont moins chers que les autres livres. Ils sont mieux finis, hein. Je pense qu'il n'y a pas photo quand même. Je vais vous montrer à l'intérieur, mais déjà ceux-là, ils ont, comme vous pouvez le voir, un petit coffret pour les ranger et pas les abîmer. Mais il y a plein de dorures, il y a plein de détails, voilà, ils sont illustrés, ce qui est quand même génial. Il y a plus d'illustrations que de textes d'ailleurs, mais il y a l'histoire complète de chaque classique Disney quand même. En plus, c'est des livres qui se revendront bien si un jour vous êtes lassé de votre petite collection Disney. Il y a toujours des fans de Disney, ça c'est vraiment collector. Dans quelques années, je pense que ça sera recherché. Et au-delà de ça, moi comme j'ai des enfants, c'est des livres que la plus grande a déjà manipulés et qu'elle est capable de lire
parce qu'elle a déjà, voilà, elle est soigneuse et elle sait déjà lire, etc. Je sais que la plus petite viendra, hein, même si pour l'instant elle ne sait pas lire et que je ne lui confierai pas, c'est trop fragile pour l'instant pour ses petites mains. Mais voilà, c'est des livres qui vont être utilisés, je sais, par mes filles, qui vont être vraiment quelque chose... qui vont rester dans la bibliothèque familiale en fait. Hein. Comme toutes les familles, j'ai déjà des classiques Disney, mais je les ai pas tous. Et l'avantage de cette collection, c'est qu'on a 80 livres Disney en tout petit format pour la bibliothèque. Et ils sont illustrés, il y a toute l'histoire. Et c'est juste tellement mignon et tellement collector que voilà, je ne pouvais pas ne pas craquer. Alors à l'heure actuelle dans les kiosques, je pense qu'on doit être autour du numéro 20. Hein. Je sais pas exactement, mais c'est sûr que j'en ai au moins 15 chez moi, et vu que je suis abonnée. Probablement que dans les kiosques, on en est un peu plus qu'à 15 parce que nous, on les reçoit par 4, par lot de 4 quand on est abonné. Et je vais bientôt recevoir le prochain, je ne l'ai pas encore. Donc à mon avis, on doit être autour de 20 volumes déjà sortis. Mais comme je vous l'ai dit, soit sur le site d'Hachette pour vous abonner et pour éventuellement commander à l'unité, mais je pense qu'il faudra appeler Hachette Collection également, soit sur le site de journaux.fr par exemple, il y en a d'autres, hein, qui vous proposent du coup de les avoir à l'unité tant que c'est disponible, ce qui est pas mal. C'est pour ça que je me suis abonnée à celle-là et pas à celle-là, parce que je trouve que c'est beaucoup plus qualitatif, c'est illustré et en plus c'est quand même quelque chose qui va toucher toute ma famille, là où ça je vais pas les lire clairement et où il n'y a que moi que ça concerne à la maison. Et du coup je trouvais que c'était un budget vu que c'est un peu plus cher que ça et les goodies sont pas très intéressants. Et comme je vous ai dit, la bibliothèque qui elle m'aurait beaucoup intéressée est payante, ce qui est un peu dommage, ce qui n'est pas le cas ici. Donc voilà, c'est fini pour tous mes achats de livres du mois de janvier. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu, puisque c'est quand même la première fois que je vous fais un book haul. D'habitude, je vous fais plutôt des lectures saisonnières quand je vous parle de livres. Ceci dit, il y aura bien une vidéo qui est prévue de lecture pour le printemps. J'ai déjà commencé à faire ma petite sélection et à lire certains livres. Donc ça, évidemment, je ne vous les ai pas montrés dans mes achats de janvier parce que c'est quelque chose que je vais vous montrer dans les lectures de livres pour le printemps. Et donc, vous aurez une vidéo dédiée aux lectures printanières qui arrivera, je pense, en mars, peut-être avril, je ne sais pas trop encore, ça va dépendre combien de temps je vais mettre à tout lire et à tout sélectionner parce que j'ai pas fini ma sélection. Dites-moi en commentaire si ce format de vidéo vous plaît, si vous avez envie que tous les mois je partage avec vous mes livres, mes achats de livres, si ça vous donne des idées de lecture, sachant que effectivement ce ne sont pas toujours non plus des beaux livres et que dans les book hauls je ne peux pas vous donner mon avis sur la plupart des livres puisque je ne les ai pas encore lus, c'est plutôt des achats que j'ai fait dans le mois que des lectures. Si je devais vous parler de mes lectures du mois de janvier, ce ne serait pas du tout ces livres, sauf certains d'entre eux que je vous ai dit au tout début que j'avais déjà lu, donc je vous ai donné mon avis, mais sinon, de manière générale, j'ai lu des livres complètement différents de ce que je viens de vous présenter. Peut-être qu'un jour sur la chaîne, je développerai plus le côté livre, si ça vous plaît, s'il y a des gens qui s'abonnent et qui ont envie de regarder ce type de vidéo, parce que c'est quelque chose que j'aime et qui me tient à cœur. Moi j'ai une formation littéraire à la base, alors je ne suis pas du tout une critique littéraire, attention, hein, c'est pas ce que je dis, mais comme j'ai une formation littéraire, forcément, et comme j'ai toujours aimé lire depuis que je sais lire, depuis le CP quoi, et ben du coup c'est vraiment une autre passion que j'aimerais bien partager sur la chaîne. C'est juste le temps qui me manque en fait pour partager davantage de vidéos sur les livres, en plus des vidéos sur les brocantes. Donc l'idée c'est pas de réduire le nombre de vidéos sur les brocantes bien sûr, hein, c'est juste de rajouter quand j'ai le temps des vidéos supplémentaires sur les livres. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo qu'on fera ensemble, ça sera une vidéo brocante et d'ici là je repars chiner pour pouvoir vous montrer de nouvelles trouvailles la prochaine fois. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt.